Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de la signalisation intracellulaire, sa transduction et ses différents acteurs. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la signalisation extracellulaire désigne la communication de deux ou plusieurs cellules entre elles, et ceci par libération de molécules chimiques par une cellule signal et fixation de ces derniers sur des récepteurs intra- ou extracellulaires par exemple. Le but de cette signalisation, c'est d'aboutir à une réponse au niveau de la cellule cible, et ceci par la transduction de signaux intracellulaires, c'est-à-dire la conversion du signal en une réponse spécifique, et ceci par des cascades d'amplification. Cette transduction nécessite plusieurs molécules, notamment les récepteurs, les protéines adaptatrices, les enzymes de signalisation et enfin les seconds messagers. Commençons par voir les récepteurs. Les récepteurs sont des molécules capables de reconnaître spécifiquement un messager chimique, par exemple une hormone ou une neurohormone, et déclencher ensuite une signalisation intracellulaire. Selon la nature du messager chimique, il existe deux types de récepteurs. Les récepteurs transmembranaires, qui sont des récepteurs retrouvés au niveau de la membrane plasmique et qui fixent des messagers hydrosolubles. Ces récepteurs peuvent être classés en plusieurs catégories. Les plus importantes sont les récepteurs canoïoniques ou ionotropiques, les récepteurs couplés à la protéine G, les récepteurs guanylate cyclase, les récepteurs tyrosine kinase ou associés à une tyrosine kinase, et enfin les récepteurs sérine thréonine kinase ou couplés à une sérine thréonine kinase. Le deuxième type de récepteur est représenté par les récepteurs nucléaires, qui regroupent les récepteurs des molécules liposolubles capables de diffuser à travers la membrane plasmique. Ce type inclut les récepteurs nucléaires proprement dits et les récepteurs cytoplasmiques qui sont retrouvés au niveau du cytoplasme et qui seront transloqués ensuite vers le noyau. Nous en reparlerons un peu plus après. Revenons aux récepteurs transmembranaires. Ces derniers ont généralement besoin d'autres protéines et molécules pour accomplir leur fonction, contrairement aux récepteurs nucléaires qui n'en ont généralement pas besoin. Ces molécules sont représentées par les protéines adaptatrices ou protéines d'échafaudage, représentées essentiellement par des protéines sans activité enzymatique, par exemple les protéines SH2, les protéines activatrices GEP et enfin les protéines GAP. Les enzymes de signalisation, qui sont des protéines capables d'activer ou de désactiver d'autres protéines, de recevoir ou de transmettre des signaux, ou encore de produire des seconds messagers. Et enfin, les seconds messagers, qui sont des petites molécules capables d'activer des enzymes de signalisation et d'amplifier le signal. Voyons maintenant comment fonctionnent les différentes voies de signalisation selon le récepteur activé. Commençons par les canaux ioniques. Pour qu'un ion entre dans une cellule, il doit passer par un canal ionique spécifique qui peut être soit sous forme de canal ionique voltage ou mécanodépendant, lié à un récepteur métabotrope ou métabotropique, c'est-à-dire qu'il est couplé à l'action d'un récepteur, qui est généralement le récepteur couplé à la protéine G. Le canal ionique, dans ce cas, sera ensuite ouvert par l'action d'un des composants de cette voie. Enfin, il y a les récepteurs canoïoniques ou les récepteurs ionotropiques, qui sont un type de récepteur qui constitue un pore fermé au niveau de la membrane plasmique, mais lorsque ces derniers sont liés à leur ligand, ils s'ouvrent, permettant le passage d'ions tels que le Na+, le Ca2+, le Cl-, selon le gradient de concentration, et permettant alors de changer la distribution des charges électriques à l'intérieur de la cellule. Ceci permet donc une réponse physiologique. Il existe essentiellement trois classes de récepteurs ionotropes. Ce sont le récepteur trimérique activé par l'ATP, le récepteur tétramérique activé par le glutamate et enfin les récepteurs pentamériques ou cis-loop, par exemple les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Passons maintenant aux récepteurs couplés à la protéine G. Ces récepteurs ont 7 domaines transmembranaires, c'est-à-dire que le récepteur traverse 7 fois la membrane plasmique. Leur extrémité N-terminale est retrouvée au niveau de l'espace extracellulaire et constitue le site de fixation du ligand ou du premier messager.
Le récepteur couplé à la protéine G est lié au niveau de son domaine intracellulaire à une protéine G hétérotrimérique qui est formée de 3 sous-unités, alpha, bêta et gamma. Il existe plusieurs types de protéines G selon le type de sous-unité, surtout la sous-unité alpha. La sous-unité alpha est liée à une molécule de GDP lorsqu'elle est inactive. Lorsque le ligand se lie au récepteur, celui-ci change de conformation, ce qui stimule la sous-unité alpha, qui va induire un échange du GDP par le GTP. Il s'ensuit une dissociation de la sous-unité alpha du complexe bêta-gamma. Ces deux produits de dissociation vont chacun activer des canaux ioniques ou des enzymes pour produire des seconds messagers. Les exemples les plus importants sont les voies de l'adénylcyclase, qui fait intervenir la protéine GS. Lorsque l'adénylcyclase est activée, il va induire la formation d'un second messager qui est l'AMP cyclique, et ce dernier va se fixer sur la protéine kinase A qui permettra de phosphoryler des enzymes, notamment les enzymes du métabolisme glucidique, permettant l'activation de la glycogénolyse. À partir de cette information, on peut deviner que les ligands initiant la voie adénylcyclase seraient par exemple le glucagon et l'adrénaline. La seconde voie est la voie de la phospholipase C qui fait intervenir la protéine GQ et permet la formation des seconds messagers diacylglycérol et inositol triphosphate qui permettent le mouvement de Ca2+ dans la cellule, mais aussi la phosphorylation de protéines. L'arrêt de l'activité de ces voies nécessite l'hydrolyse du GTP en GDP par l'activité GTP-asique de la sous-unité alpha, augmentée par l'effet d'une protéine, la GAP. Voyons maintenant le récepteur guanylate cyclase. Il existe deux sous-types de récepteurs guanylate cyclase. Transmembranaire, activé par des facteurs natriurétiques, et le second, cytoplasmique, localisé donc dans le cytosol, avec pour ligand le monoxyde d'azote. L'effet ultime des deux récepteurs est de former du GMP cyclique à partir de GTP, capable d'activer une protéine kinase G. Passons au récepteur tyrosine kinase. L'exemple le plus important de ce récepteur est le récepteur de l'insuline. Le récepteur tyrosine kinase est généralement monomérique et caractérisé par un domaine intracellulaire qui s'autophosphoryle lors de la fixation du ligand. Ce dernier permettra dans le cas de l'insuline de phosphoryler une protéine IRS qui permettra à son tour d'activer une protéine PI3 kinase. Une autre voie est activée simultanément, c'est la voie RAS-MAP kinase. Toutes ces voies permettront de générer des réponses correspondantes à l'effet de l'insuline sur les cellules. Il existe aussi les récepteurs associés à la tyrosine kinase. Ces derniers n'ont pas d'activité enzymatique intrinsèque, mais sont associés à des protéines qui ont cette propriété, telles que les protéines JAK et les protéines SRC. Enfin, il existe les récepteurs sérine-thréonine kinase. Ces derniers sont formés de deux sous-unités, appelées récepteurs de type 1 et type 2. Lorsque le récepteur type 2 est lié à son ligand, par exemple le TGF-bêta, celui-ci va activer l'autre sous-unité de type 1, formant donc un récepteur hétérodimérique qui permettra de phosphoryler des protéines, les SMAD, qui entreront dans la régulation de la transcription. Il existe aussi les récepteurs couplés à une sérine thréonine kinase qui fonctionnent plus ou moins de la même manière que les récepteurs associés à une activité tyrosine kinase. Passons maintenant aux récepteurs nucléaires. Ce sont essentiellement les récepteurs nucléaires de type 1 ou les récepteurs de la famille des stéroïdes, et il inclut donc les récepteurs des androgènes, des œstrogènes, des glucocorticoïdes et enfin de la progestérone. Ces derniers sont retrouvés dans le cytoplasme, puis seront transloqués au niveau du noyau. Le second type de récepteur est représenté par les récepteurs nucléaires de type 2 ou le récepteur de la famille des hormones thyroïdiennes, qui inclut notamment les récepteurs des hormones thyroïdiennes, mais aussi de l'acide rétinoïque. Ces derniers sont liés au noyau. La plupart des récepteurs intracellulaires sont facteurs de transcription de gènes qui présentent deux domaines importants. Le premier, DBD, qui se fixe spécifiquement sur des séquences d'ADN, appelées HRE,
et des domaines LBD qui permettent la fixation du ligand. Les récepteurs sont d'abord liés à des protéines, soit HSP pour le premier type de récepteur, soit des corépresseurs pour le second type de récepteur. Après la fixation du ligand, les récepteurs se détachent de ces protéines et vont se fixer sous forme d'homodimères généralement pour les récepteurs de type 1 ou d'hétérodimères pour les récepteurs de type 2. Récapitulons. Le but d'une signalisation intercellulaire est de convertir le signal en une réponse, et ceci par l'intermédiaire de la transduction du signal par différentes voies, faisant intervenir des récepteurs couplés à la protéine G, des récepteurs cano-ioniques, des récepteurs à activité tyrosine kinase ou associés à celle-ci, ou enfin des récepteurs à activité sérine tréonikinase ou à activité associée à celle-ci, et ceci dans le cas d'une hormone ou d'un messager hydrosoluble, et dans le cas d'une hormone ou d'un messager liposoluble, la transduction fera intervenir des récepteurs nucléaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.